Bonjour et bienvenue pour un nouveau live un petit peu particulier sur Studio Gemini, un petit peu particulier parce qu'on n'est pas en direct. Normalement, l'acolyte à côté de moi est Sylvain et aujourd'hui vous pouvez rencontrer Christophe. Bonjour à tous. Qui est le troisième associé de Studio Gemini. Il se trouve que Sylvain est en vacances à Orléans et que donc on a choisi de faire cet enregistrement et de vous le proposer en différé. Tout simplement pour éviter des petits problèmes techniques qui se sont posés et que, on espère, on a réussi à confirmer. Un live un petit peu spécial également, puisqu'on va accueillir Cédric Girard, qui est un photographe animalier. C'est pas quelqu'un qu'on a suivi sur une masterclass Studio Gemini, mais c'est quelqu'un qu'on accueille et qu'on est heureux d'accueillir sur Studio Gemini, puisqu'on ouvre un nouvel espace qui est un espace médiathèque. Et au sein de cet espace, vous pourrez retrouver pour les abonnés un livre de référence qui a été édité aux éditions Pearson et qui a été totalement remis à jour pour Studio Gemini, qui est un livre consacré à la photo animalière. C'est un livre que vous pourrez retrouver donc dans l'espace abonné de Studio Gemini et également sur le site Aube Nature de Cédric. Donc Cédric, on va parler de sa pratique photo. C'est un photographe animalier réputé. C'est quelqu'un qui a été primé à Montier. C'est quelqu'un qui a été notamment, j'en passe, mais sélectionné pour un DVD Les secrets des photographes animaliers aux côtés de Ghislain Simard, aux côtés de Vincent Monnier. Et on va parler aujourd'hui autour de sa pratique de la photo animalière. Alors, salut Cédric, tu es avec nous à l'antenne. Salut Ilan. Tu vas bien ? Cédric. Salut. Bon, écoute, je suis content qu'on puisse se retrouver en presque direct, parce qu'on a eu pas mal de suées pour organiser cet enregistrement. On va parler donc autour de certaines de tes photos qu'on va mettre en direct. Est-ce que tu peux, pour commencer, pour te présenter, parce que je t'ai présenté un peu brièvement, nous raconter par quel chemin tu es arrivé, toi, à la photo animalière ? Alors, tout débute d'abord par la passion des animaux. J'ai toujours aimé les animaux. Et il y a quelques années, donc c'était en 2000-2001, mon ex-femme et moi avions débuté une activité d'élevage de chats de race. Et pour présenter les chatons qui étaient disponibles, j'avais la nécessité simplement de faire des photos des chats. Et c'est un peu comme ça que j'ai mis le bout du doigt dans le monde de la photographie. Et il s'est trouvé que parallèlement à cela, on venait de faire construire une maison à la campagne et que je me suis aussi intéressé à la faune environnante, notamment les oiseaux qui venaient picorer les graines en hiver. Et au fil des années, en fait, j'ai commencé par les chats et petit à petit, je me suis mis à élargir un peu mon spectre de prise de vue. Alors on voit là d'ailleurs une photo d'un chaton trop mignon, j'ai envie de dire. Tu as commencé par les chats. D'ailleurs dans ton livre, tu vas consacrer un chapitre entier à la photographie d'animaux domestiques. Il y a les chats, il y a les chiens, il y a les chevaux également, les vaches aussi. Est-ce que tu conseilles, toi, de commencer par les animaux domestiques ou les animaux familiers ? Est-ce que c'est un bon moyen de s'initier facilement peut-être à la photo animalière ? Alors, à deux titres, puisque d'un côté, ça vous permet de tester des techniques de prise de vue sur les animaux domestiques, donc évidemment c'est beaucoup plus facile à approcher. Quoique parfois c'est un peu compliqué d'obtenir des rendus intéressants. Il y a deux choses vraiment intéressantes sur les animaux domestiques, c'est qu'au niveau de la taille des animaux, ils sont grosso modo de la taille. Bon, alors évidemment quand on parle de vaches ou de chevaux, c'est un peu plus important qu'un chevreuil, mais pour les chats et les chiens en tout cas, on a des animaux qui sont à peu près de la taille des animaux que l'on rencontre dans la nature. Donc c'est très intéressant à ce titre de s'initier à l'utilisation d'un téléobjectif, notamment sur les chats, les chiens, et puis après sur les chevaux et les vaches. Les chevaux et les vaches, c'est plus pour capter les ambiances lumineuses, parce qu'évidemment on ne va pas faire des photos en pleine journée, mais ça nous permet de tester des conditions de luminosité qui sont parfois difficiles et qu'on retrouve quand on fait de la photo animalière. Et le dernier aspect intéressant, plus sur les chats et les chiens et dans une moindre mesure les chevaux, c'est l'aspect éthologique, donc le comportemental. Et là, ça nous permet en fait d'appréhender un peu
les particularités de chaque type d'animaux, les comportements que l'on doit apprendre pour justement optimiser ses chances de réussir les images. Ouais. Mais il se trouve que moi j'ai un chat d'appartement, parce que c'est un gros matou parisien qui est plus fort que bedonnant, mais qui a quand même le ventre qui traîne un petit peu par terre. Moi j'ai jamais réussi à le photographier parce que il se trouve que je sais pas si c'est un comportement qui est courant chez les chats, mais qu'il a peur de l'objectif. Est-ce que toi, tu aurais des conseils par exemple à donner pour saisir tout simplement les animaux domestiques ou d'appartement plus simplement? Alors effectivement, pour le chat, bon, moi je suis un aficionados du téléobjectif, donc l'un des moyens en fait d'éviter la peur de l'objectif, c'est tout simplement d'utiliser un petit téléobjectif. Alors évidemment, quand on est en appartement ou en maison, on va s'orienter plus vers du 200 mm par exemple, qui permet on peut bénéficier d'un recul acceptable en intérieur et avec des rendus très intéressants au niveau des flous d'arrière-plan, de la mise au point et puis du modelé des images. Et ça permet en fait de garder une certaine distance par rapport à son animal sans l'effrayer. Après, il y a des petites astuces. Par exemple, si ton chat est en train de faire sa toilette, qu'il est de profil à toi, si tu veux qu'à un instant T, il te regarde, rien ne t'empêche de faire un petit bruit. Alors, quelque chose qui marche, que j'ai beaucoup utilisé moi sur les chats en expo féline, quand les chats étaient dans les bras de leur maître. Alors déjà, les expos félines, c'est assez stressant pour les chats, mais donc ils étaient, on avait beau essayer de les appeler, et en fait, je fais le bruit de la souris. Alors, ouais, vas-y. Alors, on ne se moque pas. Enfin, j'appelle ça comme ça. C'est pas vraiment. Donc ça, c'est quelque chose qui ressemble à. Voilà, c'est un sifflement très aigu et ça permet. Généralement, les chats sont assez réceptifs à ce genre de choses. Comme ça, et ça permet de capter leur attention une fraction de seconde et d'avoir les oreilles bien positionnées. Que ça générait chez eux aussi certaines expressions faciales, des postures que pouvaient être recherchées, des poses quoi, d'une certaine façon. Voilà, exactement. Par exemple, sur un chat domestique ou un chien, d'ailleurs ça marche aussi avec les chiens, la position des oreilles est très importante pour le rendu de l'image. Bon, sauf si on veut vraiment un chat, une photo de chat apeuré, mais bon, c'est pas très esthétique. Non, généralement, on veut les oreilles bien dressées, face à soi, la pupille des yeux bien fixe vers l'objectif. Donc c'est généralement ce que l'on recherche. Donc ce genre de petites astuces permet d'obtenir de bons résultats. Pour les chats d'appartement, sinon le plumeau à chat fonctionne très bien aussi. C'est quoi ça, un plumeau à chat? Parce que moi j'ai un plumeau à chat, poussière, mais... Ça ressemble beaucoup, c'est des jouets qu'on trouve en animalerie. C'est une grande tige en plastique avec un petit plumeau avec de fausses plumes au bout et qu'on agite. Généralement les chats sont très, très réceptifs à ça. Voilà. À ne sortir que pour faire des photos, évidemment. Est-ce que tu parviens à obtenir des poses particulières aussi avec des chevaux ou des vaches, justement, ou tu attends que ces postures arrivent? Alors là, c'est beaucoup plus difficile. Chez les vaches, j'en parle même pas parce que bien qu'il existe une discipline, l'éthologie bovine existe, l'étude du comportemental des vaches et puis le fait de leur faire des choses ou de les manipuler avec des gestes particuliers. Mais en tant que photographe, non, on va plus essayer de capter des ambiances. Les vaches, c'est vraiment un cas particulier. Moi, en plus, j'ai une particularité, j'ai la phobie des vaches. Je ne ferai jamais rentrer dans un pré avec des vaches, mais j'adore les photographier. Et dans le passé, j'ai même fait une expo sur les vaches. Pour les chevaux, c'est un petit peu différent. On ne peut pas attirer leur attention. Par contre, on peut apprendre la manière de les photographier. Il y a un exemple que je donne souvent sur un petit galop. Moi, je photographiais souvent à l'oreille parce que si on doit voir les pattes en suspension, les pattes regroupées sur le cheval lors du galop, donc il faut écouter à l'oreille, ça fait tagada, 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 et en fait il faut déclencher sur le da. D'accord. Voilà, tagada. Et si on déclenche à ce moment-là, donc en fait le cheval il a un galop assez régulier. Si on déclenche sur le da, on est sûr d'avoir les pattes regroupées en dessous, le cheval en suspension, quoi. Il y a des petites astuces comme ça à connaître. Je note qu'on est assez sérieux parce que sur ton tagada, personne n'a dit de prendre soin.
Et je trouve ça quand même assez intéressant. Tu as commencé avec une chatterie, à commencer à photographier les chats et les chats domestiques. Toi, tu es totalement autodidacte en photo. Pourtant, et je l'ai lu dans le livre, et ça ressort très très bien dans le livre, tu es un technicien chevronné, tu es vraiment très fort en technique. Et tu dis d'ailleurs dans le livre que la technique en photo animalière est peut-être plus importante que dans d'autres thématiques. La maîtrise de la technique en photo animalière est plus importante que dans d'autres thématiques comme la photo de rue ou autre. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Je considère que quand on fait de la photo animalière, on peut se retrouver dans certaines situations où on n'a pas le droit à l'erreur. C'est pas, on peut pas faire 50 tests de prise de vue, on peut pas tester des choses. Donc, moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct, et le fait de maîtriser totalement son matériel et de réagir instinctivement au niveau technique permet de maximiser ses chances de prise de vue. Ouais. Après, arrivé à un moment, en fait, on a tellement l'habitude qu'on s'en rend même plus compte. Mais pour moi, il est très important de maîtriser totalement son appareil, de ne pas se poser la question: est-ce que je dois me mettre en mode priorité vitesse, priorité ouverture, si je veux obtenir tel effet, là dans telles conditions, avec tel animal, à quelle vitesse je dois au minimum shooter pour obtenir une bonne netteté sur les images, etc. Donc ça, on n'a pas le droit Enfin, on peut, au début, forcément, on va tâtonner, on va avoir beaucoup de ratés, même encore maintenant, ça m'arrive des fois de me foirer, mais généralement, on apprend, en fait, au fil du temps, et c'est pour ça que la technique, il faut toujours essayer de trouver, alors ça peut être la technique de prise de vue, les réglages de l'appareil, mais ça peut être aussi la technique, par exemple, comment obtenir plus de stabilité dans telle ou telle situation, la manière de respirer quand on fait une approche, ça peut aller très loin. Hein. C'est vraiment la technique en photo animalière. Voilà. Parce que c'est un exemple simple. Hein. On fait de l'approche quand il gèle, par exemple, quand il fait très froid. Si on fait de l'approche en rampant avec du matériel qui est relativement lourd, un téléobjectif c'est relativement lourd, si on n'arrête pas on peut être accroupi ou à quatre pattes, ou on peut très vite se confronter à la buée, parce qu'on va commencer à avoir chaud sous son attirail de camouflage, et puis on a de la buée la transpiration, ça va faire de la buée sur l'objectif. Donc en y allant progressivement, en maîtrisant son souffle, en maîtrisant son approche, ça peut permettre d'éviter ce genre de déconvenus. On va voir d'ailleurs tout à l'heure une photo d'une approche sur un terrain gelé d'un chevreuil qui illustre pas mal ce point-là. Là, je mets une photo alors il me semble que c'est un bombil. Il me semble, non pas parce que je le reconnais, mais parce que tu me l'as dit. Là, on continue un petit peu sur ton parcours. Il y a donc les débuts de la photo avec ta chatterie. Après, les choses vont quand même assez vite. Il y a Montier avec cette photo. Il y a les secrets des photographes animaliers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux expériences autour de cette photo ? Alors, concernant la photo du bombil, alors je ne vais pas trop revenir sur les conditions de réalisation, parce qu'elles étaient extrêmement classiques. Hein. J'étais simplement en balade en famille, et j'avais un 50 macro. Et il est arrivé que j'ai fait cette photo accessoirement en pleine journée, mais c'était dans une zone d'ombre, avec cet effet un peu clair-obscur. Alors l'histoire voudra que c'est une sous-espèce de grand bombil, et que en fait à l'époque où j'ai fait la photo, j'avais pas trouvé d'autres photos de cette sous-espèce en particulier, et c'est relativement rare. Bon, je pense pas que ce soit pour ça qu'elle a été prise à Montier. Donc c'était, je dirais, la chance du débutant, clairement. Est-ce que l'aspect naturaliste est important pour toi dans la photo animalière, qu'on puisse reconnaître l'espèce, parallèlement à la photo, j'ai voulu. Moi, j'aime pas faire quelque chose sans connaître ce que j'aime pas faire des photos sans connaître ce que je photographie. Donc, même si ça m'est parfois arrivé, généralement, à chaque fois que j'ai photographié une nouvelle espèce, j'ai été voir ce que c'était, j'ai essayé de l'identifier, j'ai essayé de me documenter. Alors, après, avec l'expérience, en fait, on sait qu'on se dit, tiens, je vais avoir l'opportunité de photographier telle espèce, et après, on se renseigne en amont.
Mais quand on débute, généralement on fait des photos, puis après on se dit, ah, tiens, qu'est-ce que c'est cette bestiole, ou qu'est-ce que c'est cet oiseau, et on essaye de se documenter. Bon, après, pour les insectes, c'est assez compliqué dans le sens où il y en a des milliers et des milliers d'espèces en France, et qu'il n'existe pas de guide exhaustif en la matière. Après, pour les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, c'est un petit peu plus facile, même si ça demeure compliqué. D'accord. Alors on voit dans le livre que tu couvres toutes sortes d'animaux. Là, on a déjà vu que tu photographiais les animaux domestiques, les insectes. Dans le livre, tu parles d'oiseaux, de sangliers, de lièvres et plein d'autres encore. Est-ce qu'il y a une espèce ou un animal en particulier, qui est à ton affection ou que tu aimes particulièrement photographier? Alors, je vais peut-être être, je suis peut-être un peu particulier en ce sens que je n'ai pas d'espèce de prédilection. Moi, j'ai des amis très très bons photographes qui sont cinglés de cerfs ou de martin pêcheur. Ils ont tous, chaque photographe a une espèce en particulier qu'il adore photographier. Pour ma part, même si certaines espèces m'ont plus marqué que d'autres, je n'ai pas de préférence particulière. Je suis un touche-à-tout, quoi. Je mets tous les animaux à égalité, si j'ose dire. D'accord. Alors, tu parlais justement de préparation et d'éthologie. Est-ce que tu te renseignes beaucoup en amont, avant de faire une sortie, sur les espèces que tu souhaites photographier? Alors oui, comme je disais tout à l'heure, quand on débute, on ne connaît pas forcément les animaux qu'on va rencontrer dans tel ou tel milieu. Après, avec l'expérience, c'est toujours beaucoup plus intéressant de se documenter sur les espèces qu'on est potentiellement amené à rencontrer. Et d'ailleurs, j'irai un peu plus loin, c'est que je dirais que pas seulement le milieu, mais déjà le matériel. C'est-à-dire que maintenant, quand je fais une sortie dans un milieu, sur une pelouse sèche par exemple, où je sais que j'y vais pour faire de la macro, volontairement, je ne prends pas mon téléobjectif, mon grand angle, etc., parce que je n'ai pas envie de me polluer l'esprit en disant, bah tiens, ça se trouve, il y a peut-être un tel oiseau qui va passer, ou ça se trouve, il va y avoir l'ambiance. Alors ça occasionne des regrets ou des frustrations, parce que des fois on arrive sur place, on se dit, zut, j'ai mon objectif macro, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais ça permet de se recentrer sur son sujet. Donc moi j'aime bien ne partir avec qu'un seul objectif, dans les deux sens du terme. Dans les deux sens du terme. Et alors effectivement, j'aime bien aussi me renseigner sur les espèces. Si c'est une nouvelle espèce ou une espèce que j'ai pas beaucoup fait, j'essaie d'optimiser au maximum mes chances. Donc si c'est du mammifère, j'essaie de me renseigner un petit peu sur du côté comportemental. Est-ce que c'est des animaux qui sont routiniers? Bon, c'est généralement le cas, mais si c'est un oiseau, je vais essayer de voir si c'est la période de nidification, est-ce qu'on peut s'approcher relativement près du nid sans déranger? Est-ce qu'il chasse aux alentours du nid? Quel type d'insectes il va chasser, si c'est des insectes, etc. Donc il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte, qui rentrent en compte pour maximiser ses chances. Et aussi l'étude du milieu. Ouais. Donc ça aussi c'est quelque chose, par exemple, qu'on fait de l'approche. Enfin, moi quand je faisais de l'approche au chevreuil, j'aimais bien aller me balader et puis essayer de regarder un peu le relief, et puis éventuellement tester un peu le sens du vent sur 2-3 sorties. J'y allais très brièvement, mais j'essaie de regarder pour me dire, généralement le vent à tel endroit il souffle dans tel sens, parce que certaines espèces elles sont sensibles aux odeurs, donc si on est éventé, c'est mort. Voilà. Alors justement, puisqu'on est sur le repérage, on reviendra peut-être un tout petit peu après sur les sources de documentation. Tu fais attention, toi, dans tes repérages à l'environnement, évidemment, au sens du vent. Tu procèdes comment, classiquement, s'il y a une façon classique d'ailleurs de procéder, sur les mammifères, par exemple, pour faire un repérage? On voit une photo là, pour illustrer ça, qui est une prise de vue aérienne que tu as réalisée, parce que tu aimes bien la photo aérienne également. Je crois que tu tournes pas mal en voiture, tu me disais. Oui. Alors, c'est vrai que les prises de vue aériennes sont assez intéressantes, mais je les ai assez peu utilisées ça m'est arrivé de repérer des endroits, en fait, en ULM, mais sinon, effectivement, je tournais beaucoup en voiture à un moment donné, et ça me permettait, en fait, de voir simplement en passant en voiture
de voir par exemple les chevreuils à quel endroit ils sortaient, à quelle heure ils sortaient. Et si je passais plusieurs fois dans la semaine et que je voyais toujours au même endroit les chevreuils toujours à la même heure, généralement, on pouvait se dire que ça pouvait augmenter drastiquement les chances de les rencontrer à cet endroit. Donc après, il suffisait d'aller faire un petit repérage à pied pour voir un petit peu comment le milieu était, où je pouvais me positionner, est-ce que j'allais faire de l'approche ou de l'affût, etc. Donc j'ai beaucoup fait de repérage en voiture, effectivement. Donc dans la voiture, toujours avoir une paire de jumelles. Ouais. C'est assez drôle, je fais juste une parenthèse. Quand on a tourné la masterclass avec Myriam Dupouille, on est rentré donc en voiture puisqu'on tournait dans un arboretum, et en rentrant en voiture, effectivement, Myriam nous disait qu'elle procédait beaucoup à des repérages aussi en voiture, et en rentrant le dernier jour, on a eu la chance effectivement de voir, je crois que c'était une biche ou juste comme ça à l'orée enfin un petit peu plus loin, mais pas loin du tout de la route. C'est pas des animaux qui sont extrêmement farouches quand même. Alors, étrangement, ils ne vont pas forcément avoir peur des voitures, mais au moment où la voiture va s'arrêter, ou au moment où vous allez apparaître à pied, en fait, tout de suite, ils vont voir en vous la silhouette humaine s'apparente à un prédateur pour ces animaux, donc ça va être direct à la fuite. Mais bien souvent, la voiture permet de faire des prises de vue assez intéressantes. Alors, si la voiture est déjà arrêtée quand les animaux apparaissent, ça peut marcher. Moi, j'ai déjà fait des affûts avec simplement un filet par-dessus ma porte de voiture, donc avec la fenêtre ouverte, et ça le faisait assez fréquemment. J'ai beaucoup fait d'affûts aux oiseaux comme ça, notamment. Il y a quelque chose qui transparaît beaucoup dans ton livre, sur lequel tu insistes, et également dans tes images, c'est ce qui peut paraître évident, mais qui ne l'est pas forcément, un grand amour, et en tout cas un immense respect pour la nature. Quel est ton rapport, toi, à la nature, et plus largement, est-ce qu'il y a vraiment une éthique du photographe animalier ? Oui, parce que je considère... moi, j'ai toujours été... après, c'est une question d'éducation, on va dire, mais même avant de faire de la photo animalière, je n'ai jamais jeté un papier par terre. Je n'ai jamais... j'ai toujours fait quand même attention à mes faits et gestes du quotidien, parce que je considère que la nature a bien assez à faire pour se réparer des actions de l'homme. Et quand on fait de la photo, en fait, on rentre dans une autre dimension. C'est pas seulement la destruction ou la pollution. La destruction, ça peut être... tout est relatif. Un photographe animalier qui va rentrer dans un milieu, hormis quelques pratiquants de macrophotographie qui peuvent éventuellement couper des herbes pour dégager un endroit où il y a un bel insecte, etc. Ça, je l'ai vu. Moi, ça m'est arrivé de coucher des herbes, mais j'ai jamais coupé d'arbres, cassé des branches ou fait ce genre de choses. Donc ça, c'est l'aspect dégâts, je dirais. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect dérangement. Donc là, évidemment, il y a une certaine éthique à avoir, et d'où la nécessité absolue de connaître les animaux qu'on va photographier. Même, je pense, je me souviens pas, mais je pense avoir peut-être fait des erreurs quand j'ai débuté, mais c'était pas, j'ai jamais mis en péril une nichée d'oiseaux ou de choses comme ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas, ou qu'on fait, mais avec d'extrêmes précautions, et avec une grande connaissance des animaux. Donc il y a certaines photos, des photos nues. Moi, j'ai mon ami Rémi Courceau avec mon autre ami Jeanne Baudrillard qui avait fait des photos de Busard Sandreoni au Fish Eyes. Ça a été 3 ans de préparation. Alors quand les photos sont sorties, il y a une photo qui avait été exposée à Montier. Enfin, ils ont fait des doubles pages de magazines, etc. Ça a fait un peu un scandale dans le milieu ornitho, parce que ils considéraient que qu'ils n'avaient pas du tout respecté, alors que la nichée d'oiseaux a pris son envol, et c'était des heures et des heures et des heures de préparation, des années d'études, d'observations pour pouvoir faire quelques photos qui étaient exceptionnelles. Voilà, c'est un exemple, mais il y a certains types de photos qu'on ne reproduit pas parce que ça nécessite réellement une très très grande connaissance naturaliste, et parfois beaucoup de temps à passer avant de réaliser des images. Ouais, même sur des choses plus anodines en un sens. Enfin, moi je me souviens
ce que tu disais au sujet de l'alimentation des oiseaux en hiver, par exemple, qu'on pouvait les aider en leur donnant un tout petit peu de quoi se nourrir, mais qu'il fallait faire très attention à ne pas les rendre dépendants de l'aide humaine en fait, le nourrissage des oiseaux en hiver, donc le nourrissage à la mangeoire, le plus grand risque, je dirais, c'est pas de trop leur en donner, c'est de leur en donner et d'arrêter alors que la saison hivernale n'est pas finie. Parce qu'en fait, évidemment, quand on leur en donne tous les jours, les oiseaux vont s'habituer en fait à revenir chercher la nourriture dans votre jardin, par exemple. Et si vous leur en donnez, je sais pas, bon, moi, quand j'avais ma maison, je passais quasiment 2 kilos de graines par jour. Ça peut sembler énorme, hein. Bah oui, ça peut sembler énorme, mais bon, j'avais énormément d'oiseaux qui venaient. C'était des gros oiseaux ou Non, pas du tout. Non, j'en avais énormément. D'accord. J'avais plusieurs mangeoires en fait, et donc j'avais un ami agriculteur qui me gardait des sacs de tournesol tous les ans. Enfin, c'était du tournesol sans traitement, bio entre guillemets. Et donc j'en ai acheté jusqu'à 150 kilos par hiver, quoi. D'accord. Voilà, bon, c'est un exemple, mais bon. Alors, par contre, il y a des aliments qu'on va pas forcément donner. Moi, j'ai jamais donné de pain à des oiseaux. Il y a rien de pire que du pain pour les oiseaux, quoi. D'accord. Parce que ça peut représenter un danger pour eux. Parce que ça les fait gonfler. Voilà, exactement. Le pain, c'est pas un aliment adapté pour les oiseaux. C'est comme pour les chevaux. On peut donner un quignon de pain à un cheval, du pain sec, mais il faut pas leur donner une baguette, quoi. Ça peut être mauvais. On leur donne pas comme ça. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre de connaissances à avoir. On peut très bien attirer de manière très ponctuelle un prédateur avec un petit bout de viande ou quelque chose comme ça, mais faut pas que ça devienne une habitude. Faut pas. Voilà. Alors, quel est ton matériel de base quand tu pars pour une sortie photo animalière? Alors en fait, tout va dépendre de ce que je vais faire. Alors par exemple pour du mammifère, alors du grand mammifère, du cervidé ou du sanglier, c'est des animaux qui n'ont pas une vision extraordinaire. Donc je vais quand même m'habiller en camo. Moi c'est plus par habitude, c'est plus parce que j'avais des habits camo, mais généralement le camouflage est plus... Enfin, par exemple pour du sanglier, les sangliers ont une vision très médiocre. Par contre ils ont une ouïe extraordinaire et un odorat qui surpasse celui du chien. Donc vous imaginez bien que si vous sentent, c'est tout de suite c'est la fin des haricots, quoi. Donc par exemple pour du sanglier, il faut juste avoir des habits de couleur neutre, c'est suffisant. Donc généralement on va faire de l'approche en sous-bois, donc je privilégie un téléobjectif lumineux, pas forcément une très longue focale. Bon, moi j'avais à l'époque un 500 mm, donc j'avais que ça, hein, donc j'ai fait beaucoup de photos avec ça, mais aujourd'hui j'ai un 300 de 8, donc c'est un objectif que j'adore. C'est pas une très longue focale, mais en sous-bois, quand on a un petit peu l'habitude, on peut quand même les approcher de relativement près, et ça permet d'avoir suffisamment de luminosité pour obtenir des photos nettes. Donc tenue camo, alors quand je dis camo, c'est les mains et le visage inclus. On voit d'ailleurs une photo là de toi en tenue de camouflage. Enfin, on te voit pas d'ailleurs parce qu'on voit juste. Oui. Bon là c'était une tenue que j'utilisais beaucoup à mes débuts, que j'ai utilisé très longtemps d'ailleurs, hein, qui est assez efficace. J'avais que ça en fait. C'est ça. Alors pas celle-ci, non. Non, les ghillies, c'est celle avec les fils qui pendent partout. Oui, mais j'ai changé la photo effectivement. C'est pour ça on voit une photo d'une tenue ghillie, je crois. Là actuellement, mais en tout cas c'est des tenues de camouflage qui sont très efficaces. Oui, les ghillies. Alors la ghillie, donc c'est ghillie suite, hein, c'est les tenues de sniper, hein, à la base. Alors c'est extrêmement efficace, même pour les randonneurs, hein, je peux vous dire que parfois j'ai des randonneurs ou des vététistes qui m'ont croisé à des distances inimaginables, enfin très proches. Et, l'inconvénient de la ghillie, c'est que pour progresser en sous-bois, c'est extrêmement difficile, parce qu'on s'accroche sans arrêt, et que quand il fait chaud, c'est juste une horreur à porter, quoi. Donc, parce que généralement, on a une autre tenue en dessous. Hein. Là, je mets une autre photo. On est toujours sur le terme d'un petit peu, du coup, comme on parle de camouflage sur la thématique de l'approche, donc qui consiste à aller chercher... l'animal. Je crois que d'ailleurs l'approche, la billboard, ce sont vraiment les
démarche que tu préfères en photo animalière. Là, on voit une photo d'un jeune chevreuil, justement, qui a un tapis d'herbe gelée. Il regarde dans la direction du photographe, il a une patte levée, il semble sur le qui-vive. Est-ce que tu peux nous parler de cette prise de vue qui, en termes d'approche, justement? Alors là, c'est une photo, je la considère comme ma plus belle photo de chevreuil. Et ce jour-là, j'ai dû faire 150 photos de chevreuil. Alors en fait, c'était un groupe de 5 chevreuils qui étaient dans un pré. Enfin, c'était même une jachère. Il y avait des prés à côté. Et ils étaient assez loin de la route. Et je les ai repérés de la route. Et c'est un endroit que je connaissais. Donc pour les approcher, il fallait que je fasse un assez grand détour à pied. Et donc j'ai entrepris de faire ce détour. Et l'approche, en fait, a pris 45 minutes pour faire quelques centaines de mètres. J'ai dû faire entre 300 et 400 mètres d'approche. T'es à plat ventre, t'es à quatre pattes? Alors, au début, j'étais simplement accroupi en marchant tout doucement. J'étais en lisière de bois, donc j'avais une tenue camouflée. Donc sur fond de bois, il ne me décelait pas forcément. J'étais assez loin. Et après, en fait, je les ai approchés quasiment en ligne droite. J'ai traversé le champ givré. Alors j'avais la chance d'avoir un arbre qui était au milieu du champ, et donc je m'étais mis dans l'alignement à peu près de l'arbre. Et eux, ils étaient derrière. Mais bon, évidemment, ils étaient 5, donc j'avais 5 fois plus de chances de me faire repérer. J'ai réussi à approcher relativement rapidement au niveau de l'arbre. Et après, par contre, il a fallu que je rampe. Donc j'étais carrément à plat ventre, à ramper dans le givre, en tenant mon 500 mm à bout de bras, littéralement. Et donc ça m'a pris énormément de temps. Et en fait, je suis arrivé au bord du champ, parce que moi j'étais du champ du pré, et eux ils étaient dans la jachère qui était juste à côté. Donc j'ai rampé sous le barbelé, je me suis adossé simplement sur un poteau de barbelé. Et je suis resté là à les observer. Au début ils étaient un petit peu loin, donc j'ai fait beaucoup de prises de vue de 2, 3, 4, parfois les 5 à la fois. Comme j'avais un 500 mm focale fixe, je pouvais pas cadrer comme je voulais. Et donc ce brocard en particulier a commencé à s'approcher de moi, mais au début il m'avait pas du tout repéré. Et la distance aidant, au bout d'un moment, il a entendu les déclenchements. Et le chevreuil, c'est un animal qui est très curieux. Et donc il a commencé à me regarder et à approcher progressivement. Donc là, c'est une photo où je sais pas quelle distance il était exactement, peut-être 15 mètres, je saurais pas te dire exactement. Et il a approché à un point. En fait, il essayait de me contourner, mais comme il y avait les barbelés, il a tourné, pas fait un demi-tour, mais presque autour de moi, mais en fait, il n'est jamais arrivé dans le sens du vent. Ce qui fait qu'il m'a jamais repéré. Et à la fin, il était tellement proche que je n'avais plus quasiment que la tête dans le viseur. Donc, il devait être à, je sais pas, 6-7 mètres. Bon, j'avais un petit capteur à l'époque, donc j'avais un équivalent 800 mm en termes de cadrage. Mais donc, c'était une approche qui était vraiment très, très intéressante. Et après, bon, j'ai arrêté de déclencher. Et donc il a fait son petit cinéma. Alors quand je dis son petit cinéma, les chevreuils, ce qu'ils aiment bien faire quand ils ont un doute, c'est ils regardent le potentiel prédateur et ils baissent la tête comme s'ils allaient reprendre leur activité, enfin brouter, et avant de recommencer à brouter, ils relèvent la tête d'un coup sec. En fait, ils essaient de nous surprendre. D'accord, de voir si... Et parfois, ils peuvent le faire 3, 4, 5 fois de suite. C'est assez surprenant, mais moi, j'ai toujours vu les chevreuils faire ça, c'est assez marrant. Et donc, quand on connaît le truc, on bouge pas. Voilà, on bouge pas, on attend, on observe, et on se dit, voilà, il va encore approcher, ou il va faire autre chose. Donc là, effectivement, ce jour-là, il a fait autre chose, il a tourné, il a évolué pendant, je sais pas, ça a duré une demi-heure, 3, 4, je sais même pas combien de temps ça a duré, je saurais pas le dire. Et est arrivé un moment où il s'est un peu éloigné et où je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, tout simplement. Et puis bon, j'étais repu, j'avais fait plus d'une centaine d'images dans des conditions vraiment idéales, parce que là voilà, il y avait une belle lumière, des conditions de givre incroyables. Et donc je me suis dit, arrivé un moment, voilà, il faut partir, quoi. Donc je suis repassé de l'autre côté des barbelés, puis en fait j'ai entrepris la démarche inverse, c'est-à-dire que au début j'ai rampé, et après quand j'étais suffisamment éloigné pour ne pas qu'ils fuient, bon après je me suis mis accroupi, ils m'ont vu, mais ils sont quand même restés sur place, ils m'observaient. Là c'était vraiment pour pas les déranger dans ce cas. Voilà, pour pas les déranger. Ouais. Et en fait je suis ressorti du pré comme j'étais arrivé. Et alors, l'anecdote voudra que quand je suis arrivé en fait au bord du pré à ma voiture,
il y avait une équipe de chasseurs qui venait. Bon, ils venaient en prélever un. Voilà, bon, c'était des gens du village d'à côté. Du coup, t'as regretté de ne pas avoir fait de bruit. Regretter oui et non, parce que je me suis dit, moi, éthiquement, pour moi, c'était l'approche parfaite. Là, j'étais vraiment très satisfait de moi. Et donc voilà, donc c'était vraiment quelque chose. J'étais assez fier de moi sur ce coup-là. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu le petit regret. Je me suis dit, bon, il y en a un des 5 qui a dû passer l'arme à gauche, mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, c'est pas moi qui ai fait d'erreur, quoi. Dans ton livre, tu as tout un chapitre qui est consacré aux mammifères, donc les cervidés, les sangliers, etc. Et ce que j'apprécie moi particulièrement dans ce livre que je connais bien, puisque on avait fait la première édition ensemble aux éditions Pearson, c'est que c'est extrêmement pratique. À la fin de chaque espèce présentée, il y a un petit récapitulatif qui présente où on peut trouver, comment on peut détecter la présence de l'animal, quels sont les sens les plus aiguisés chez cet animal. Est-ce que c'est l'ouïe, est-ce que c'est l'odorat, est-ce que c'est au contraire la vue, ce qui quand même détermine pas mal l'approche que l'on va adopter, mais également des petits trucs et astuces qui sont peut-être plus inattendus, comme par exemple si un cerf ou un chevreuil va pour partir, peut-être siffler tout simplement pour retenir son attention et le faire se retourner. Alors ça, effectivement, c'est une astuce. Alors bon, c'est une astuce pour la petite histoire. C'est un chasseur qui me l'avait donné. C'est pas forcément. Oui, la finalité pour toi est pas la même. Voilà, la finalité pour moi c'est pas la même. Lui, c'était pour essayer de faire en sorte que l'animal stoppe. Pour le photographe, ça peut permettre de faire une dernière image intéressante où il se retourne, on voit qu'il se retourne, voilà. Ça laisse le temps de faire une ou deux images et après, au revoir, quoi. Mais bon, c'est une astuce qui fonctionne. Mais en tout cas, c'est un aspect que je trouve très intéressant dans l'ouvrage, c'est effectivement cet aspect extrêmement pratique. On voit une autre photo là, qui est directement reliée à l'ouvrage, une photo moi pour laquelle j'ai une affection particulière, parce que c'est la photo qui a fait la couverture de la première édition, je crois. C'est une huppe faciée. Tu me corriges si je prononce mal. C'est cela. Est-ce que tu peux nous parler pareil de cette prise de vue? Je crois qu'en termes d'approche, elle a une histoire assez particulière aussi. Alors effectivement, tout commence un matin. Je pars au travail et qu'est-ce que je vois sur un piquet de clôture de mon terrain, une huppe faciée. Alors c'est un animal qui dans l'aube n'est pas très courant, hein. Il y en a au niveau de la LPO, je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui sont vus tous les ans dans l'aube, donc c'est relativement rare chez nous. Bon, je pense qu'il y en a quand même régulièrement, mais c'est pas des animaux qu'on rencontre à tous les coins de rue, quoi. Et donc là, c'était vraiment en début de saison. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai une huppe faciée dans le coin, et je sais que c'est assez territorial. Ça se pose sur un territoire et ça chasse sur le territoire, donc je sais que ça va pas, c'est pas un oiseau qui va faire des kilomètres et des kilomètres, voilà. Donc je me suis mis en tête absolument d'essayer de trouver où elle allait faire son nid. Et donc j'ai entrepris tous les jours, tous les matins, tous les soirs, j'allais traîner en voiture, j'observais la jumelle, j'essayais de regarder un peu les oiseaux que je voyais voler et tout. Et je n'ai pas trouvé. Alors de temps en temps, j'entendais le chant assez particulier de la huppe, donc ce qui me faisait dire qu'elle était vraiment dans le quartier, si j'ose dire. Et en fait, c'est mon ex-femme qui faisait des randos à cheval. Un soir, elle revient d'une rando, elle me dit tu sauras jamais, je sais où la huppe a son nid. En fait, elle est passée simplement à cheval sur un chemin et elle a vu la huppe rentrer dans un tronc. Et donc, c'était dans un groupe d'arbres qui était en bordure d'un pré et d'un champ de blé. Et donc, à partir de là, j'ai pu aller déjà faire un repérage, donc c'était à bonne distance à la jumelle. Alors, je voulais savoir si elle nichait réellement. Et donc j'ai vu qu'effectivement elle nichait, donc il y avait déjà un petit, donc je n'en voyais qu'un, je pense qu'il n'y en a eu qu'un pour cette fois-là. Et ce que j'ai entrepris en fait au début, c'était une observation, et je chronométrais la durée moyenne de départ, enfin de trajet entre les deux parents quand ils ramenaient à manger au petit. Donc en fait je chronométrais bêtement et je savais qu'en moyenne j'avais tant de temps
pour éventuellement approcher, mettre en place un affût de fortune et puis installer à proximité. Ça m'a permis aussi de voir jusqu'où je pouvais aller en termes d'approche sans déranger, parce que la huppe a un cri d'alarme assez caractéristique, donc moi elle a poussé son cri une fois, j'ai su que j'étais pas au bon endroit ou que j'étais trop près, etc. Donc j'ai fait le choix de me mettre en fait en bordure du pré côté champ de blé, donc j'étais en fait en bordure de blé, caché derrière un poteau de barbelé, et avec un filet de camouflage sur moi, donc ça a été mon affût de fortune. Donc le premier jour, j'ai essayé de faire des photos, alors elles se posaient à droite, à gauche, etc. Jusqu'au moment où j'ai vu cette branche particulière, parce que j'y allais le soir après le travail, et le soleil se couchait derrière les arbres. T'as une belle trouée et sur cette branche en particulier, il y avait une ambiance phénoménale, et je me suis mis en tête absolument de faire la photo de la huppe posée sur cette branche. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'elle ne s'y pose pas, c'est juste incroyable, quoi. Et donc j'y suis retourné tous les soirs. Alors il y a un soir je me suis pris un orage, je suis revenu tremper, il y a d'autres soirs elle s'est posée partout sauf sur la branche, et je me suis mis en tête vraiment, j'étais obsédé par cette photo, et la petite histoire voudra que j'ai mis 20 jours, j'y suis allé 20 jours de suite pour obtenir enfin le précieux sésame, c'est-à-dire que le 20e jour elle a daigné se poser sur cette branche, donc j'ai pu faire quelques clichés. Bon, elle a pas voulu déployer sa huppe. Ça aurait été le rêve. Mais tu ressens quoi quand tu t'attends pendant une vingtaine de jours, même plus, parce que tu l'as chassé entre guillemets depuis plus longtemps. Ça doit être génial ce qu'on ressent à ce moment-là. Ah bah là, oui, là c'est clair que là c'est clair que le soir où j'ai fait la photo, je me suis voilà, j'ai éprouvé un immense soulagement, quoi. Je me suis dit, je l'ai eu. Enfin. Et je l'ai eu enfin. Alors pour la petite anecdote, d'ailleurs, en fait, comme j'y allais tous les soirs, quasiment toutes les photos que j'ai fait cette fois-là, elles étaient toutes à contre-jour. Et sur cette huppe en particulier, hormis 2-3 photos en vol que j'ai fait, je n'avais que des photos en contre-jour. Donc j'ai un tas de photos de huppe en contre-jour. Voilà, c'est l'anecdote. Et il a fallu que j'attende 2 ou 3 ans pour refaire une huppe dans des conditions normales. Alors, voilà. Là, c'est une autre... oui, donc une autre image. On a beaucoup parlé je dirais de l'approche où on va aux animaux. Il y a une autre approche qui consiste à laisser les animaux peut-être plus venir à soi. Et c'est une technique qui s'appelle l'affût. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors l'affût, c'est une technique qui est, je dirais, qui est quasi indispensable, par exemple pour photographier les oiseaux. Parce que les oiseaux ont une vision une vision qui est très performante, beaucoup plus performante que la nôtre, la plupart du temps. Et donc ils ont aussi accessoirement la capacité de voler, ce qui leur donne un pouvoir de fuite extrêmement important. Donc l'affût, ça représente la technique principale pour faire de la photo d'oiseaux. Elle s'applique aussi à d'autres espèces, comme les... alors j'aime bien parler de lagomorphes, mais bon, enfin oui, non, parce que c'est plus les lapins. Les lièvres, on va plus faire de l'approche. Mais les lapins aussi vivent toujours... on en voit un, justement. Alors voilà. Lapin ou un lièvre, j'ai un doute. C'est un lapin. C'est un lapin. Merci. Alors, en fait, le lapin a cette particularité qu'il vit systématiquement à proximité de son terrier. Donc, généralement, ce sont des lapins, donc ils vivent en groupe, et ils ne vont jamais s'aventurer très loin de leur terrier. Donc l'affût, un affût, c'est quelque chose. Bon, quand je dis affût, il n'y a pas besoin d'énormément de camouflage. Il suffit de s'allonger au sol, à plat ventre au sol, avec un petit beanbag pour caler l'appareil à hauteur d'yeux, et puis un petit filet de camouflage. Généralement, ça suffit, et ne plus faire de bruit. Ne plus bouger, plus faire de bruit, et attendre qu'ils ressortent. Et au bout d'un moment, les lapins ressortent, et là, voilà, c'est une espèce qui est assez facile à photographier. Alors on voit donc on a vu la photo, donc c'est un lapin, et maintenant une photo qui est assez extraordinaire. C'est une photo d'un jet en train de s'ébrouer dans de l'eau.
Ça, c'est une photo on verra l'installation un petit peu après, pour laquelle tu as pris la photo. C'est une photo qui est assez extraordinaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est une photo qui a été réalisée en Hongrie, chez mon ami Ben Smaté, qui est un des plus grands photographes animaliers au monde. Donc Ben a eu l'idée à ma connaissance, c'était le premier, a eu l'idée dans les endroits extrêmement arides de Hongrie centrale, du sud de la Hongrie. Donc c'est un climat continental, donc à la fin du printemps et en été, le climat est très sec et très chaud. En fait, c'était un des premiers à imaginer à créer des petites mares en forêt, des mares artificielles, pour justement proposer de l'eau aux animaux et les faire venir. Et il s'est aperçu que énormément d'oiseaux venaient sur ces mares. Donc c'est un endroit, ce sont des endroits où il a pu installer des affûts carrément en dur. On en voit d'ailleurs, on voit une des photos qui est dans le livre. Semi-enterrés, et ce qui autorise de faire des prises de vue totalement phénoménales. Alors ce sont des images qui aujourd'hui sont assez démocratisées dans le milieu de la photo animalière. C'est sûr, pour le néophyte ça peut paraître un peu incroyable, mais bon, maintenant je dirais que tout le monde en fait. Mais à l'époque, quand il a créé ça, il était jeune, il était même pas majeur quand il a eu l'idée de ce genre de choses. Il a vraiment révolutionné un peu le genre. Et donc là c'est je dirais, c'est une image, c'est une de mes photos préférées. Qui réunissait toutes les conditions qu'on peut imaginer. Voilà, tout simplement. Et on voit d'ailleurs, il y a dans le livre différentes... donc c'est un livre qui est extrêmement pratique, extrêmement bien fait dans la façon dont on peut accéder à l'information en fonction des espèces. On voit différentes photos de cet affût. Là on voit donc qu'il y a un miroir, et il y a même un plan qui a été fait, où on voit que le photographe est derrière un espace, une vitre sans teint, qu'il y a la mare et qu'il y a un miroir qui est relié à un fil, à un câble, que tu peux tirer de l'affût pour refléter le soleil en fait. Voilà, exactement. Pour que le retour soit pas... Voilà, alors si on observe, si on revient sur la photo du jet, on peut observer que là, ce jour-là, j'avais une lumière d'orage. Donc la lumière arrivait de derrière moi, en gros, de la gauche, mais de derrière moi. Je remets ce qui explique que un petit peu. Donc ce qui explique que le jet était parfaitement bien éclairé de devant. Mais si on regarde un peu, en fait, on voit que toutes les gouttelettes d'eau sont mises en valeur par une source de lumière qu'on voit d'ailleurs sur le croupion du jet, qui arrive par derrière. Et ça a été obtenu grâce au miroir qui permettait de générer un contre-jour artificiel, entre guillemets. C'est un peu du studio en pleine nature. Oui, c'est ça. C'est une technique pour déboucher. Exactement. Et le rendu des images grâce à cette technique est tout simplement phénoménal. Et c'est ce qui permet... là, ce jour-là, j'ai tout eu, puisqu'en fait, là c'est une photo... je dirais là, c'est un instant. Quand un jet s'ébroue comme ça, ça va tellement vite techniquement, il est impossible de dire je vais le photographier quand les ailes sont en l'air ou quoi que ce soit. Ça va tellement vite. Donc là, j'ai déclenché plusieurs fois. Il y avait celle-là dans l'eau. J'ai même pas fait de rafale ce jour-là. Ouais, c'est ce que j'avais posé comme question. Non, j'étais même pas en rafale parce qu'en fait, bien souvent sur les rafales, je me suis aperçu que la cadence de rafale correspondait quand un oiseau s'ébroue. Bien souvent, ça retombe toujours sur la même position. Alors c'est assez bizarre. Donc je dirais pas qu'un jet s'ébroue à 6,5 images secondes, mais bon, bien souvent donc j'avais un EOS, non c'était 5 images secondes à l'époque, c'était un EOS 5D Mark II. 5 images secondes, donc en fait je m'étais aperçu que quand je mettais des rafales sur le jet qui s'ébrouait, bien souvent les ailes étaient toujours dans la même position sur toutes les images. Donc c'est pour ça que sur ce type d'image, j'utilisais rarement la rafale. Je préférais déclencher et essayer de déclencher à des moments clés. Là c'était coup de bol, puisqu'en fait l'aile de derrière, l'aile droite était déployée et l'aile gauche n'était pas déployée. Donc ce qui permet d'avoir ce rendu. Alors est-ce que tu aurais des conseils pour celui qui aimerait construire un affût dans son jardin? Comment on peut faire un affût chez soi? Alors, je pense qu'il faut d'abord réfléchir à deux choses. La première chose, c'est l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, il faut qu'il soit suffisamment... Enfin, pour moi, il faut qu'il soit suffisamment lointain pour que lorsque vous faites des photos au téléobjectif,
le fond soit flou. Parce que si par exemple vous êtes à 1 mètre d'un mur ou d'un grillage, vous aurez beau utiliser la plus belle optique du monde, sauf à très courte distance évidemment, mais forcément vous verrez votre arrière-plan. Donc l'arrière-plan c'est le choix numéro 1, je dirais, dans mes critères. Le deuxième critère, ça va être l'orientation lumineuse, selon que vous voulez faire les photos plutôt le matin ou plutôt le soir, pour avoir une lumière correcte. Voilà. Ce sont les 2 principaux critères. Partant de là, après, on peut constituer soit un décor artificiel. Donc moi, chez moi, j'avais trouvé... Enfin non, c'est pas que j'avais trouvé, c'est que quand j'ai acheté le terrain où j'ai fait construire ma maison, en fait, il y avait des vieux arbres qui étaient en bordure de terrain. C'était des arbres morts, et donc j'avais gardé les branches un peu biscornues, et je m'en suis servi pendant plusieurs années je les avais semi-enterrées, ça me faisait de belles branches pas trop hautes, où les oiseaux venaient se poser, donc c'était assez intéressant. Voilà, donc choisir son décor, et après l'affût, il y a différentes techniques. Soit on peut se faire un affût en dur semi-enterré, ce qui permet de se positionner assez bas par rapport au sol, soit on peut mettre une tente d'affût, ou alors positionner son décor si l'implantation s'y prête bien par rapport à une des fenêtres de sa maison, ce que moi j'avais fait, tout simplement. Donc moi je faisais mes photos au chaud chez moi. D'accord. Alors pour finir, est-ce que on a dressé un panorama assez large de ta pratique autour de ce qu'on a vu et de ce qui est bien développé dans l'ouvrage. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la post-production et plus largement même à l'utilisation des images une fois que justement elles sont faites dans quelle finalité? Toi, tu es représenté par une agence, par exemple. Oui, effectivement. Donc j'ai travaillé dès 2005 avec des agences. Donc j'ai changé plusieurs fois, mais peu importe, la finalité est la même. Alors, en matière de post-production, moi déjà je suis de nature assez fainéante, donc moins de temps je vais passer à post-traiter mes images, mieux je vais me porter. La photo du jet, là par exemple, il y a quasiment 0 retouche dessus. C'est assez exceptionnel, hein. Ça arrive assez rarement. Il y a toujours un petit ajustement du contraste ou un petit débouchage à faire. Enfin bon, après ça va dépendre des conditions de lumière, mais bien souvent en photo animalière on a des conditions assez difficiles, donc à la prise de vue c'est relativement rare qu'on tombe pile poil sur les bons réglages. Moi je me fie beaucoup à l'histogramme sur l'appareil photo, ce qui permet d'éviter un peu les déconvenus, mais globalement il y a quand même toujours un petit passage à faire en post-prod, surtout sur de l'animalier dans la nature. On peut être parfois amené à faire un petit recadrage ou à redresser un petit peu une photo parce que dans le feu de l'action, voilà, on s'aperçoit que la photo du chevreuil elle est un peu penchée. Bon, ça c'est le métier. Et puis ça, moi c'est quelque chose. Les photos penchées, c'est ma grosse spécialité. Donc j'ai beau faire tout ce que je peux, avoir un guide dans le viseur. Arrive un moment quand on est pris dans le feu de l'action, on n'y fait plus attention et voilà. Donc la post-prod c'est aussi ça. Après, je dirais que la post-production va s'adapter à ce qu'on va faire des images. Je vais donner 2 exemples. Si une photo est destinée à aller dans un concours, parce que bon, moi j'en ai fait pas mal, j'en fais beaucoup, j'en fais plus maintenant d'ailleurs, des concours photos, ou est destinée à une revue naturaliste, donc où le côté authentique est extrêmement important. Généralement il n'y aura pas de retouche, quoi. Il y aura une post-production globale, mais on va pas s'amuser par exemple à gommer un arbre ou une branche ou un truc, déjà parce que dans les concours c'est interdit par le règlement, et puis voilà, si pour une revue naturaliste c'est pas forcément très gênant. Par contre, si l'image est destinée à de l'illustration pure et dure, moi personnellement j'ai pas de limite, bon dans les limites du raisonnable évidemment, mais une photo d'oiseau avec une branche qui passe en travers dans un coin, je n'ai aucun scrupule à virer la branche parce que je sais que de toute façon l'image va être destinée à des magazines ou à de l'illustration pure et dure. À virer la branche, on est d'accord, c'est pas de la retouche, c'est à virer au cadrage. Voilà, ça peut être du tamponnage aussi, mais c'est pas, je vais pas prendre l'oiseau pour le remettre dans un autre décor. Sûr, quoi. Ça non, ça jamais. Déjà, ça m'intéresse pas, et puis j'ai pas le temps de le faire. Mais bon, on peut quand même s'autoriser un certain nombre d'optimisations ou de retouches d'image dès lors que il y a une finalité commerciale, mais
en respectant quand même la prise de vue originale. C'est-à-dire que si sur une prise de vue d'un animal, vous avez un petit élément perturbateur, pour la personne qui va regarder l'image dans le magazine ou dans le livre, ça changera rien de particulier. Et si ça peut embellir l'image, il n'y a pas de règle particulière, je dirais, mais on va pas s'amuser à changer les couleurs ou à détourer un animal pour le remettre dans un autre décor ou en présence d'un autre animal, alors que dans la nature, c'est pas le cas. Voilà, c'est vraiment là-dessus, il faut respecter l'authenticité du moment. Après, virer une branche ou une tache ou un truc, un reflet ou déboucher un contre-jour, bon, pour moi, c'est la même chose. Hein. Ça reste de l'optimisation. Après, sur la destination même des images, moi je me suis toujours attaché à ne pas en faire n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai toujours travaillé avec des agences traditionnelles. Donc j'ai travaillé avec Cogis, je crois que ça n'existe plus, Bios Photo, aujourd'hui Nature Agency. Par contre, je me suis toujours absolument refusé à diffuser mes images sur des banques d'images discount, style Photolia, Shutterstock, etc. Puisque je trouve qu'il y a là, c'est pas du respect. Déjà, au niveau de l'indexation, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que vous recherchez une photo de telle ou telle espèce, vous avez une chance sur deux de tomber sur une photo qui n'est pas correctement identifiée. Donc c'est pas valorisant. Et en plus, c'est pas du tout valorisant pour le photographe. Alors, c'est en termes de tarifs, mais pas seulement. Ce sont des sites qui ne vendent pas des images, mais qui vendent un service de mise à disposition de fichiers, tout simplement. Voilà. Et le dernier point aussi, c'est que je ne vais pas diffuser mes images pour tout et n'importe quoi. Autant j'ai déjà diffusé des images dans un magazine de chasse parce qu'on me demandait l'image d'un petit oiseau, parce qu'il y avait une rubrique naturaliste en disant quel est cet oiseau, paf, c'était un chardonneret sous la neige. On m'avait demandé, bon ben voilà, je leur dis pas de problème. Autant on m'aurait demandé une photo de sanglier ou de chevreuil pour claquer un gros viseur dessus pour faire la publicité de matériel de chasse, je pense que j'aurais refusé catégoriquement. Voilà, après il y a une certaine... je ne suis pas anti-chasse particulièrement, mais bon, il faut être en adéquation avec ses convictions personnelles. Oui, il y a une éthique du photographe animalier à la prise de vue et puis également dans l'utilisation des... Voilà. Tu peux avoir des fichiers. Eh bien écoute, merci beaucoup, on a passé une heure pile poil ensemble. J'ai passé un très bon moment à discuter autour de ces photos. On va pouvoir, moi j'invite vraiment les gens à aller sur ton site, alors tu aube-nature, c'est ça ? Oui, -nature.com. Parce que c'est une mine d'informations tant sur l'utilisation des logiciels peut-être comme Lightroom avec des thésaurus, plein de choses qui sont vraiment extrêmement intéressantes. On pourra y retrouver également ton livre que les gens pourront acheter en format physique. On le retrouve également sur Studio Jimny. C'est une mine d'informations. Moi, j'ai pas vu d'équivalent dans les ouvrages pratiques sur la photo animalière, tant sur les techniques de prise de vue que sur les techniques d'approche, que ce soit en billboard, que ce soit en affût, pour approcher les différentes espèces. Moi, c'est un ouvrage que à chaque fois j'ai pris beaucoup de plaisir à voir et sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. Donc merci beaucoup de nous avoir autorisé à le mettre sur la médiathèque, le nouvel espace qu'on a ouvert sur Studio Jimny. Et écoutez, à bientôt j'espère. Merci à vous. Ouais. J'ai passé un excellent moment également et c'était l'occasion de recollaborer oui, à nouveau. On en trouvera peut-être d'autres encore. Je n'en doute pas. À très bientôt, salut Cédric. À bientôt. Salut, au revoir.